Bien, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue, ça fait toujours aussi plaisir de vous voir. Et donc nous allons d'emblée poursuivre le trajet que nous avons entamé les 2 semaines qui viennent de s'écouler. Et la semaine dernière, j'avais donc évoqué à nouveau la question de l'eunomia. Et j'avais terminé la leçon en évoquant un poème malheureusement perdu, ou en tout cas extrêmement fragmentaire, du poète Tirté, qui avait donc rédigé, dans le cadre de la Cité spartiate, un poème qu'Aristote et Strabon associent à la notion d'eunomia. Donc j'avais quelque peu abordé cette question de l'eunomia exprimé par Tirté à Sparte, avec toutes les limites, évidemment, qu'impose le fait que ce poème est largement perdu. En revanche, aujourd'hui, nous allons arriver sur un terrain un peu mieux assuré, puisque, je vous l'avais annoncé, il y a 2 corpus poétiques archaïques qui soulèvent la question de l'eunomia. C'est Tirté, je viens de le rappeler, mais c'est aussi Solon à Athènes. Donc nous nous déplaçons de Sparte à Athènes et je m'ancre à nouveau dans le questionnement sur l'eunomia, mais cette fois donc dans le poème, enfin dans un poème de Solon qui est ainsi intitulé par les modernes, mais nous verrons pourquoi. Donc ce poème de Solon que j'avais partiellement commenté l'année dernière s'inscrit dans un contexte dont les termes peuvent être mis en regard de la situation spartiate que j'ai évoquée la semaine dernière, par le biais de l'évocation qu'en faisaient donc Aristote et Strabon. Vous vous souviendrez que l'ancrage du poème de Tirté était, selon les auteurs plus tardifs, la Deuxième Guerre qui opposait Sparte à sa voisine Mécène, la Messénie, et donc les déséquilibres internes à la cité engendrés par la guerre faisaient manifestement l'objet de cette réflexion poétique de Tirté. Or, dans le cas de Solon, la comparaison est assez intéressante à faire parce que les termes précisément du propos de Solon peuvent être mis en regard de la situation spartiate. Il s'agit là aussi d'un déséquilibre, un déséquilibre entre ceux qui s'approprient indûment toute une série de biens et ceux que la pauvreté contraint à l'asservissement ou à l'exil. Donc, problème de déséquilibre interne à la cité et au rapport de force au sein même de la population. Ce déséquilibre va réveiller la stasis, donc la guerre intestine, l'opposition interne à la cité, qui n'est pas sans lien avec le polémos, qui est la guerre externe, les deux étant intimement liés dans la réflexion des anciens. Alors malheureusement, je ne peux évidemment pousser la comparaison entre Tirté et Solon beaucoup plus loin, en l'absence de la lettre du poème de Tirté. Je vous ai dit, on a quelques vers assurés, puis des reconstitutions plus ou moins probables de philologues modernes, mais bon, je ne m'appesantis pas sur le poème de Tirté, si ce n'est pour rappeler que l'eunomia est l'instance de régulation fondée sur l'équilibre commandé par la Thémis et qui est donc en l'horizon d'attente de part et d'autre, que ce soit chez Tirté ou, nous allons le voir maintenant, chez Solon. Donc ce poème, je vous le disais, de Solon a été conservé et je vous propose, au cours de cette leçon, de l'analyser en détail, de comprendre sa portée, ses articulations sur l'arrière-plan de ma problématique de l'année, que je poursuis depuis l'année dernière, à savoir la question de la norme et de l'autorité religieuse. Avant d'entrer dans le vif du poème lui-même, je voudrais dresser même minimalement l'état des lieux historiographiques et bibliographiques sur l'arrière-plan duquel s'inscrit ma propre démarche. En effet,
comme vous le savez sans doute, Solon fait partie de ce que je pourrais appeler les bornes miliaires de l'histoire de l'époque archaïque, et tout particulièrement de l'histoire d'Athènes. Des milliers de pages lui ont déjà été consacrées, et ce processus a commencé en fait dès l'Antiquité. L'intérêt pour l'action politique et législative de Solon remonte à l'Antiquité elle-même, que l'on pense, et je vais y revenir, à la place de Solon dans l'Athénaïon Politeia de l'école d'Aristote, donc la constitution des Athéniens, ou la biographie que lui consacra Plutarque dans ses vies parallèles, en le mettant en regard du romain Publicola. En outre, dès la mise en place de la liste des 7 sages de la Grèce, censés avoir été identifiés par l'oracle de Delphes au VIe siècle, Solon fait partie du groupe des 7 sages, du moins tel qu'Hérodote en témoigne un siècle plus tard. Donc on voit bien que la réflexion sur la figure même de Solon n'est pas que le fait des auteurs modernes. Dès le Ve siècle, en effet, Solon est considéré comme un homme politique et un législateur particulièrement sage, particulièrement avisé, doublé d'un poète dont les vers étaient récités lors de certaines fêtes athéniennes. Cette figure assurément historique, contrairement par exemple à la figure de Lycurgue la figure du législateur Lycurgue du côté de Sparte, où l'on peut raisonnablement douter de son historicité, Solon, cette problématique de l'historicité n'a pas à se poser. Donc cette figure qui est assurément historique a fait et fait encore partie des repères que l'on a tendance à considérer comme bien assurés dans l'histoire archaïque, qui, par ailleurs, vous le savez, est largement fragmentée. Et donc, dans la vision un peu globale de cette figure historique, on a tendance donc à considérer qu'avec l'action législative de Solon, la cité d'Athènes serait passée de l'oralité d'un droit informel à l'écriture des lois, voire, dans le cas le plus extrême de l'interprétation, à la démocratie elle-même. Et vous vous souviendrez du passage du fragment 36 où apparaissent les thesmoi que j'ai évoqués l'an dernier, et je vais revenir, je reviendrai la semaine prochaine sur le poème plus ou moins dans sa globalité, mais voilà, ce poème où apparaissent les thesmoi, avec la notion donc de justice ou de sentence droite selon la compréhension, selon la traduction que l'on donne du mot dike. Mais on a donc cette vision des thesmoi comme étant, on a pu avoir cette vision des thesmoi comme étant l'indication d'un passage d'un droit coutumier informel à un droit écrit. Donc je reviendrai sur ce fragment, mais pour l'instant, j'ajouterai, toujours dans cette mise au point rapidement bibliographique et historiographique, j'ajouterai que la vision reçue de Solon a en quelque sorte été cadenassée par la constitution des Athéniens, dont je rappelais le titre il y a un instant, donc constitution des Athéniens qui émane de l'école aristotélicienne dans la deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère. Et cette vision, telle que la constitution des Athéniens la présente, pourrait avoir davantage de relations avec les préoccupations d'Athènes au IVe siècle que en relation avec l'action effective de Solon 2 siècles et demi plus tôt. Donc il faut faire très attention à ce décalage entre le moment de l'action effective de Solon et le moment où les auteurs nous en parlent. Alors je vous disais qu'il y a eu des milliers de pages sur Solon. Comme je vous livre sur le site internet du collège le PDF du PowerPoint, je vous présente une bibliographie sommaire, voilà, dont vous pourrez vous saisir sur le PDF si cela vous intéresse. Mais voilà, une illustration de cette abondance de publications, et je vous dis, ce n'est que l'écume de l'existant.
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est, je prends un exemple dans cette bibliographie, c'est le savant travail de déconstruction qui a été appliqué aux attestations de l'action effective de l'homme politique, des réalisations du législateur, et aussi l'attention accrue à la question de l'authenticité des poèmes qui nous sont parvenus sous son nom. Et ce collectif de 2006, dont vous voyez qu'il s'intitule Solon of Athens, New Historical and Philological Approaches, donc on voit bien que c'est à la fois selon le poète et selon l'homme politique et le législateur qui sont visés dans ce collectif publié par Josine Bloch et André Lardinois. C'est une belle illustration, ce collectif, des différents points de vue qui sont actuellement à l'œuvre, parce que ça date de 2006, mais bon, nous sommes toujours dans cette réévaluation, actuellement à l'œuvre, donc dans cette réévaluation de l'œuvre de Solon. Alors, les directeurs de la publication, dont vous avez donc la couverture sous les yeux, les directeurs de la publication ont conservé à bon droit, me semble-t-il, la polyphonie qui est perceptible au fil des 18 chapitres qui composent l'ouvrage. Donc, l'ouvrage conçu en 3 parties, le poète, le législateur, le citoyen athénien. Et les désaccords parfois profonds qui émanent des chapitres qui sont réunis dans cet ouvrage attestent bien les difficultés d'interprétation qui guettent quiconque s'attaque à ce véritable monument qu'est Solon. Et il faut bien dire que ma propre démarche n'y échappe pas. Alors, l'alternative principale dans cette réévaluation de la problématique autour de Solon et de son action, l'alternative principale réduite à ses positions les plus extrêmes est la suivante. Je prends les pôles extrêmes pour synthétiser mon propos. D'un côté, on a une position hypercritique qui remet en cause à peu près tout ce qui est reçu sur la figure de Solon et son action. Premier pôle, hypercritique. L'autre pôle, qui prend le contre-pied dans une certaine mesure, c'est l'attribution au Solon historique de ce que la tradition ultérieure lui associe et qu'il ne s'agit finalement que de corriger à la marge. Et entre ces deux extrêmes, il existe un grand éventail de positions intermédiaires que je ne vais pas détailler ici, mais que, si la chose vous intéresse, vous trouverez dans l'ouvrage en question. Il me faut toutefois préciser la position que j'adopte pour ma part face au dossier solonien. Il faut toujours expliquer d'où on parle quand on s'attaque à ce type de monument. Si je souscris à la prudence extrême dont il faut faire preuve à l'égard de toute reconstruction, un tant soit peu précise, des dites lois de Solon et des réformes institutionnelles qu'on lui attribue, donc prudence, mais je n'irai pas jusqu'à l'hypercritique qui consiste à tout rejeter en bloc. Je pense qu'il faut faire une interprétation fine de ces questions. Je serai moins critique, en revanche, que certains interprètes face aux poèmes qui nous sont parvenus en tout ou en partie. Parce que, je vous ai dit, selon le poète, le politique, le citoyen, le politique et le législateur. Donc il y a un corpus poétique. Les poèmes proprement politiques, en tout cas, relèvent vraisemblablement d'une tradition athénienne du VIe siècle. Il ne me paraît pas inconséquent ni trop imprudent de les attribuer à la figure du législateur et acteur politique athénien des débuts de ce siècle-là, même si la transmission initialement orale a pu aboutir à des transformations et des variations, mais à la marge, et on en verra quelques-unes la fois prochaine. Reconnaissons qu'en refusant ce choix à minima et en appliquant ce principe hypercritique à tous les poèmes de la période archaïque, c'est l'essentiel du corpus textuel de cette époque qui pose problème en termes d'histoire événementielle. Donc, à être hypercritique, démesurément critique, on finit par ne plus pouvoir rien dire de cette période. Or, l'histoire est aussi faite de représentations. On n'est pas que dans l'institutionnel et l'événementiel. L'histoire est aussi faite de représentations, et à cet égard, la poésie de Solon est une source précieuse pour la réflexion qui est la mienne.
puisque la question de la norme et la question de l'autorité a évidemment des implications très concrètes dans la vie des citoyens athéniens, mais on est aussi sur le plan d'une certaine vision du monde. Et c'est ça, pour le moment, qui m'intéresse dans l'analyse de la poésie de Solon. Et je citerai une jolie phrase de Fabienne Blaise, et vous verrez que je suis largement Fabienne Blaise dans les traductions qu'elle offre des poésies de Solon. Je la cite: « Reconnaître qu'il est peu pertinent d'imposer à ces textes la fonction de document d'archives n'implique pourtant pas qu'il n'ait rien à nous apprendre, mais implique que leur intérêt est ailleurs. » Donc, gardons cette mise en garde à l'esprit pour entamer l'analyse du poème. Et donc, pour réfléchir à la problématique de la norme religieuse et des questions d'autorité, en l'achevillant à la figure de Solon et à son poème de l'Eunomia, ce qui est mon propos d'aujourd'hui, il convient de constater d'emblée que l'homme et son œuvre ont eu un rôle à jouer dans le grand récit de la laïcisation dont nous sommes partis. Vous vous souvenez, cet arrière-plan sur lequel j'inscris ma propre réflexion, en mettant en question ce grand récit de la laïcisation de la Grèce ancienne. En effet, dans un certain nombre d'études, la pensée politique était censée trouver dans l'œuvre de l'Athénien un moment charnière ouvrant vers la modernité elle-même, puisqu'on considérait que dans son œuvre, la justice et l'ordre politique ne relevaient plus des dieux, mais de lois émanant de la communauté. On voit bien que ça a pu être une figure importante dans cette réflexion sur le basculement d'un type de représentation de la loi à un autre. Dans un tel contexte, évidemment, un autre poème de Solon, que celui que nous allons voir dans un instant, qui a été, lui, transmis dans sa totalité, posait problème. Alors, ce texte, pas d'effroi, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est pour vous montrer qu'il est bien conservé et vous avez encore l'équivalent par ailleurs. Donc, ici, j'ai repris l'édition de Marianussia Fantuzzi, et donc, c'est un poème que nous intitulons, moderne, l'élégie aux muses. L'élégie aux muses, et effectivement, elle s'ouvre sur une référence aux muses, filles de Mnémosyne et de Zeus. Donc on est sur cet arrière-plan-là. Et ce poème met l'accent sur le rôle de Zeus dans le monde, contraignant les interprètes, qui pensaient que Solon avait donné congé aux dieux, dans une certaine mesure, contraignant les interprètes à diverses contorsions pour rendre compte de ce qui apparaît globalement comme une inconséquence. On a pu invoquer une évolution dans la pensée de Solon, ou bien, donc une évolution qui serait allée d'un moment où l'élégie aux muses montrait cette vision du monde chapeautée par Zeus, a une vision laïcisée au moment de produire ses lois, où on évoquait aussi deux productions différentes, relevant de deux cadres de performance si différents qu'ils pouvaient en quelque sorte justifier que le propos soit également différent d'un contexte à l'autre. Alors, d'autres options ont été privilégiées pour tenter d'expliquer cette discordance, et je ne m'y arrêterai pas. Ce qui est assuré en revanche, et c'est à cela que je vais m'attacher, c'est l'intense travail poétique sur la tradition que révèlent ces textes, que ce soit l'élégie aux muses ou le poème de l'Eunomia que nous allons analyser. Et un savant remarquable comme Werner Jäger, donc dès 1926, avait déjà souligné dans un article fondateur à bien des égards sur l'Eunomia de Solon ce travail intense sur la tradition, même s'il n'en tirait pas nécessairement les mêmes conclusions que moi. Et j'ai effleuré cette problématique chez Solon l'an dernier et je vais m'y arrêter davantage aujourd'hui pour tenter de circonscrire la normativité et l'autorité qui s'en dégagent. Donc je suis vraiment au cœur de ma problématique de l'année. Donc, il s'agit d'analyser les représentations qui se révèlent dans le poème de l'Eunomia
sans plaquer d'emblée sur ces textes la perspective téléologique d'un mouvement nécessaire, considéré en tout cas comme nécessaire, un progrès nécessaire du droit coutumier au droit écrit, d'une norme qui serait transcendante à une norme qui serait devenue immanente, de l'autorité des dieux à l'autorité des hommes. Donc essayons de mettre à distance cette vision un peu canonique d'un processus nécessaire et tentons de voir ce que le poème nous dit. En tout cas, je pense que c'est une manière de mettre à distance des déterminismes de ce type, ou en tout cas de tenter de le faire plutôt. Donc, nous allons maintenant attaquer ce poème de l'Eunomia qui a été conservé dans un discours de Démosthène et qui est plus ou moins complet. Vous verrez qu'il y a certains moments où des vers disparaissent parce que la métrique impose de supposer qu'on a perdu quelques vers, mais globalement, le poème est suffisamment bien conservé pour pouvoir en faire une analyse fondée. Donc, on attaque dans le dur maintenant. Donc, je vous disais, je suis largement, mais en la modifiant, et je m'en expliquerai, la traduction de Fabienne Blaise dans son habilitation à diriger des recherches de 2006. Et donc, je vous propose de lire ensemble la traduction de ces premiers vers du poème, où Solon déclare « Notre cité à nous, ne périra jamais. C'est l'arrêt de Zeus. » Et vous voyez le terme Aïssa, dont je vous ai reparlé les 2 leçons précédentes. C'est l'arrêt de Zeus et les pensées des bienheureux dieux immortels. Si magnanime est la gardienne, la fille d'un père puissant, Pallas Athéna, qui tient ses mains au-dessus d'elle. Donc vous avez cette image magnifique de la divinité tutélaire de la cité qui la protège en tenant ses mains au-dessus d'elle. Mais ce sont les citoyens eux-mêmes qui veulent détruire une grande cité, les insensés, en cédant aux biens matériels, et c'est l'esprit injuste des chefs du peuple pour qui se tiennent prêtes, en raison de leur grande violence, maintes souffrances à endurer. Et donc vous voyez une série de termes que nous avons déjà vus passer, sur lesquels j'ai attiré votre attention dans les leçons précédentes. Donc on a cette notion, ce rapport à Dike, ici dans le mouvement inverse, et la notion d'hubris qui se trouve derrière cet adjectif. Donc le cadre est posé, la cité d'Athènes, sous les mains protectrices de sa divinité tutélaire, accomplit un destin qui est divinement conçu, et elle ne périra pas. Alors, la référence, je vous ai dit que ce poème travaille sur la tradition, travaille la tradition poétique. La référence épique à la chute de Troie est ici palpable. Contrairement à cette dernière, Athènes vivra. Les dieux sont là pour la protéger. Toutefois, sur cet arrière-plan divinement conçu pour la cité elle-même, et que je vous demanderai de ne pas oublier quand nous allons progresser dans l'analyse du poème, donc sur cet arrière-plan divinement conçu se manifeste l'attitude problématique des habitants qui sont pris dans leur hubris, cette même hubris dont parlaient les prétendants de l'Odyssée quand ils évoquaient, souvenez-vous, on a revu le passage la fois dernière, quand ils évoquaient les dieux venus cachés parmi les hommes pour observer leur comportement, leur hubris et leur eunomia. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette alternative-là. Et gardons en mémoire ce parallèle qui va nous resservir. Alors, je poursuis. Donc ici, on va vraiment faire une lecture linéaire de l'élégie de l'Eunomia. Car, voilà l'explication de l'attitude de ces citoyens, car ils ne savent pas maîtriser la satiété, coronne, que vous avez ici, ni régler les joies présentes du banquet dans la quiétude, et ils sont riches en cédant aux actions injustes. Donc vous voyez ici la notion d'injustice qui revient. Mais je voudrais m'arrêter un moment à ce terme-ci, que j'ai traduit à la suite, avec Fabienne Blaise, il n'y a pas 36 manières de le traduire. Le daïs, c'est le banquet. Or, le terme même de daïs implique une distribution. Si vous avez suivi mes cours sur le daimon il y a 3 ans, vous vous souviendrez peut-être que j'ai soulevé ce point à propos de l'étymologie même de daimon. Le champ sémantique de daimon, comme celui de daïs,
et du verbe dainumi pointe vers l'idée de distribution, de partage. Et à l'époque, j'avais mis ce champ sémantique en regard de celui de Nemo, dont je vous donnais mail, le verbe d'un autre type de distribution, une distribution où c'est la régulation qui est soulignée. Et donc le daïs est ici le banquet où l'on partage les parts de viande. Et si je vous mets devant les yeux, oui, donc, pardon, j'ai oublié un point, donc daïs, très important pour la répartition, mais vous voyez aussi, à côté, vous avez le phrosunet, le phrosunet qui est la bonne disposition d'esprit. Vous avez le verbe kosmein qui renvoie à un bon ordonnancement et que Fabienne Blaise traduit très bien, enfin très pertinemment par régler. Je lui ai vraiment emprunté ce verbe. Puis les ukié, la référence à la tranquillité du banquet. Or, dans toute la tradition épique, le daïs par excellence, on le trouve dans des expressions formulaires. C'est le banquet qui suit la démarche sacrificielle, qui suit le rituel sacrificiel. Et donc, vous avez donc ce passage de l'Iliade qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors, ayant cessé leur ouvrage et préparé le banquet, ils banquetèrent et le désir ne leur manquait pas du banquet égal. Et donc, vous voyez cette notion de issos, d'égalité, qui montre une répartition équilibrée dans le rituel du banquet qui suit la mise à mort et le partage sacrificiel. Donc, je constate que dans le poème de Solon, le banquet est le cadre symbolique de la juste répartition. Le daïs réglé qui donne la joie, la quiétude, est d'une manière ou d'une autre, placé en contraste avec la richesse indue, car injustement acquise et qui est assimilée au fait de dépasser la satiété. Donc vous voyez, c'est intéressant d'un point de vue, dans le registre des représentations que j'analyse, vous avez cette mise en regard de l'excès, de l'acquisition indue, et puis l'image par excellence de la bonne répartition, c'est le banquet. Arrive ensuite la litanie des adhika ergmata, que vous avez ici, accomplie par ceux qui font dysfonctionner le banquet et s'enrichissent indûment. Et c'est alors que surgit Dike, la justice, en un passage dont nous avons lu une partie l'an dernier, et je remets l'ensemble du contexte. Je lis la traduction avec vous. Donc on est vraiment à la suite. N'épargnant ni les biens sacrés, ni les biens publics, ils volent en pillant chacun de son côté et ils ne prennent garde aux fondements vénérables de Dike. Vous avez ici Semna Dike, Stemetla. Les fondements vénérables de Dike, qui, silencieux, sait elle aussi ce qui advient et ce qui est passé, en usant du temps, arrive absolument pour faire payer le prix. Voilà désormais la plaie inévitable qui arrive sur toute la cité et a vite abouti à la servitude mauvaise qui éveille de leur sommeil la division d'un même peuple et la guerre. Vous voyez, cette stasis et ce polémos dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, mène à sa perte la jeunesse désirable de bien des hommes. Car c'est sous les coups d'ennemis que la ville si désirable vite se consume dans les rassemblements quand des amis commettent l'injustice. Et donc, vous voyez à nouveau cette notion de la justice, puis les actes injustes. Alors, on a pu voir dans ce passage que je viens de lire avec vous, on a pu voir l'émergence de l'idée nouvelle en regard de la tradition antérieure, d'une justice qui serait désormais immanente et relevant de l'ordre naturel plutôt que de l'action divine. Et le reste du poème qu'on va lire dans un instant a été régulièrement interprété de la même manière. À ce stade, je vais m'en tenir à Dike. En fait, une distinction aussi tranchée entre divinité et notions abstraites, puisque c'est ça l'enjeu, vous l'aurez compris, j'avais déjà évoqué ce point l'année dernière, nous faisons une distinction, nous modernes, nous faisons une distinction entre une notion et la divinité qui lui est liée. Et pour bien montrer que nous faisons une distinction, nous mettons une majuscule.
Vous voyez qu'ici, j'ai mis une majuscule, mais quelque part, ça ne se justifierait pas dans le grec lui-même. Mais c'est pour bien montrer que c'est ainsi que je comprends les choses. Mais quelque part, une distinction aussi tranchée ne ressort pas du texte. Si je tiens, donc, Dickey, si vous voulez, quand on ne met pas de majuscule, dans l'interprétation de ce poème, on considère que c'est précisément une justice immanente et que ce n'est plus une figure divine. Mais fondamentalement, cette Dickey-là, dans le passage qu'on vient de voir, elle est active, elle agit, elle sait, elle arrive, ce qui en fait une puissance agissante. Et je précise que ce que j'ai traduit avec Fabienne Blaise par elle sait elle aussi, c'est sunoïdé. En fait, Fabienne Blaise a essayé de rendre le sunoïdé, elle sait elle aussi, mais je pense qu'on peut aller plus loin et considérer que Dickey ici, elle partage le savoir de ce qui advient et de ce qui est passé. C'est véritablement savoir avec, c'est un savoir partagé. Et pour comprendre les implications de cet usage, envisageons les compléments du verbe. C'est souligné en rouge dans le grec, c'est-à-dire ce qui advient et ce qui était. En fait, c'est une variation, là encore, nous sommes dans le travail sur la tradition, c'est une variation sur des formules épiques qui dénotent le savoir des devins et des poètes qui embrassent généralement, grâce à l'inspiration divine, ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. La formule est ici modifiée. Vous voyez, on n'a que 2 termes dans cet éventail qui normalement en compte 3. Et la formule est modifiée par son nom de façon significative, puisque Dickey s'ancre dans ce qui vient au jour, suivi de ce qui fut, mais pas dans la perspective de ce qui est à venir. C'est intéressant parce que ça veut dire que Solon ne se pose pas en prophète, si vous voulez, au sens premier du terme. Il ne se pose pas en prophète. Le lien qui s'opère ici est plus restreint qu'un savoir qui est globalement divinatoire sur ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Il s'agit d'un lien de cause à effet entre des actions passées et ce qu'elles engendrent, ce qu'elles font advenir. On a ici, pour ceux qui ont fait du grec, le verbe gignomai, c'est ce qui advient. Et si le composé sunoïdé, savoir avec, ou partager le savoir de, a vraiment le sens que je lui donne, et si, comme je le crois, Solon travaille ici le matériau hésiodique de l'hymne à Zeus que sont les travaux et les jours, ce partage de savoir ne peut se concevoir qu'en relation avec Zeus lui-même. Mais travailler sur la tradition est une chose. La reprendre avec une orientation spécifique doit être évidemment pris en compte dans l'analyse. Or, quand les travaux et les jours, souvenez-vous, parlent d'un ordre global du monde où c'est le travail de la terre qui est valorisé, Solon, lui, s'inscrit délibérément dans la polis, dans la cité. On l'a vu d'emblée avec les vers d'ouverture. C'est dans la polis, dans la cité, dans l'astu, la ville, à savoir l'arène de la vie en commun et de la décision collective, qu'Hésiode, lui, mettait prudemment en distance. Donc on voit que le contexte d'énonciation, de ce point de vue, est différent. Je vous remets sous les yeux quelques vers des travaux où, précisément, Hésiode exhorte Persès, donc son interlocuteur, qu'il présente comme son frère, son interlocuteur, il l'exhorte à laisser cette arène politique à distance. Je lis les vers 27-32 avec vous. « Garde ces mots, Persès, enfouis dans les plis de ton âme, qu'Éris, éprise du mal, ne dégoûte ton âme du travail, te poussant à épier les débats de l'agora. » Vous avez ici la notion de neikos, ces affrontements sur l'agora. Il a peu de raisons de goûter aux conflits et aux assemblées. L'homme qui n'a pas engrangé sa récolte annuelle, on voit, c'est les travaux et les jours, au sens de travaux de l'agriculteur, donc qui n'a pas engrangé sa récolte annuelle, fruit saisonnier de Déméter que la terre dispense. Il est donc très délicat
de considérer, me semble-t-il, que l'on a affaire à une transformation de l'idée même de justice, qui, de transcendante, serait devenue immanente, alors que les ambitions des œuvres entre lesquelles cette comparaison est opérée ont des visées très différentes. En outre, quand c'est avec la théogonie que la comparaison est faite, parce que tout le monde est conscient, évidemment, que Solon travaille la tradition, depuis Werner Jäger, dont je vous montrais la référence tout à l'heure. Tout le monde. Mais alors, ce qu'on fait de ce constat est évidemment très différent selon les points de vue qu'on adopte dans l'analyse. Et donc, certains disent, quand on compare aux travaux, voilà, on n'est plus dans l'hymne de Zeus, et donc on a changé de registre. Et quand on compare, donc la justice est devenue immanente. Et quand des auteurs comparent Solon avec la théogonie, ce que j'aurai l'occasion de faire aussi à mon tour la semaine prochaine, l'argument pour ôter à Dickey ici toute dimension de puissance divine est de constater que Solon ne l'inscrit pas dans une généalogie. C'est ça l'argument. Ah non, ici on n'a pas de généalogie, donc ce n'est pas une divinité. Mais c'est oublier que l'Eunomia, ici, le poème de l'Eunomia, n'est pas une théogonie. N'est pas une théogonie, pas plus qu'elle ne parle des travaux des champs, des rythmes des saisons et de la coloration faste ou néfaste des jours de labeur. Donc, vous voyez, il y a un décalage là dont nous devons prendre acte. En revanche, je pense que la référence, et ça je vous en avais déjà un petit peu parlé l'année dernière, la référence au Semna Temetla, donc j'ai traduit ici, contrairement à Blaise, c'est un des endroits où j'ai changé la traduction, les fondements vénérables de Dickey. Quand on regarde cela, on voit bien que derrière Temetla Semna, on a la Thémis. C'est le même champ sémantique. On a la Thémis. Donc, cette expression même, qui n'est pas généalogique au sens strict, puisque nous n'avons pas affaire à une théogonie, ancre la Dickey, entre Dickey dans la Thémis, le filet divin régulateur des normes dont je vous parle depuis l'an dernier. Et la distinction dans la représentation de Dickey entre les travaux et les jours, la théogonie, l'élégie de l'Eunomia, tient à la portée même des œuvres poétiques dont il s'agit, et non à un passage d'une perspective qui serait transcendante, voire surnaturelle, à une perspective immanente et relevant d'un processus naturel. J'y reviendrai, c'est parce qu'évidemment, on est là au cœur de mon propos, au cœur de ma problématique. Donc j'y reviendrai, mais je vous dirai déjà qu'une telle opposition articule en fait une distinction problématique entre transcendance et immanence, dans la mesure où l'arrière-plan de la représentation des dieux qui sous-tend toutes ces pièces archaïques, que ce soit Hésiode ou Solon, est la présence et l'action des dieux dans le monde, même si les hommes ne parviennent pas toujours à les identifier et à anticiper leur action. Dickey est bel et bien dans le monde. Elle n'est pas particulièrement, elle n'est pas plus transcendante chez Hésiode qu'elle ne l'est chez Solon. Dickey est bel et bien dans le monde, et les hommes en font l'expérience, et ressentent qu'elle s'inscrit sur un arrière-plan qui les dépasse, bien sûr, que ce soit chez Hésiode ou chez Solon, et que le cadre généalogique, mais proprement généalogique de la théogonie d'Hésiode, exprime dans la parenté de Zeus et de Thémis. J'y reviendrai tout à la fin. On a également pu voir dans le vers 16, ici, qui est traduit par « usant du temps arrive », donc elle, Dickey, « usant du temps arrive absolument pour faire payer le prix », on a pu voir dans le vers 16 une sorte précisément de loi naturelle, je cite, voire de lien logique, de l'aboutissement d'une justice toute humaine en regard du passage du temps et des procédures judiciaires, par opposition à la Dickey divine comme châtiment de Zeus qui s'abat sur les coupables. Mais peut-on vraiment opérer une distinction aussi radicale avec la vision de l'intervention de Dickey dans les travaux d'Hésiode ? Je relis avec vous le passage de l'exhortation à Persès, au vers 213-218,
que le poète déploie, et je vous l'avais réaffiché la semaine dernière aussi, que le poète déploie après le récit de la crise prométhéenne, le récit des 5 espèces humaines et la fable du rossignol et de l'épervier. Donc, je relis avec vous ces vers. « Toi, Persès, écoute la justice et ne te soumets pas à la démesure, car la démesure est un mal pour l'humain démuni. Même celui qui est bien pourvu ne pourrait facilement la porter. Il croule sous elle, il trébuche, il se perd. De l'autre côté, une route meilleure mène aux actions justes. À la fin dit qu'elle emporte, dans son accomplissement, sur la démesure. » C'est une autre manière d'exprimer exactement ce qu'exprime ce vers 16 de l'élégie de l'Eunomia. Il faut bien dire que nous avons beaucoup de mal, en tant qu'interprètes modernes, à concevoir qu'une exigence éthique qui s'impose à la conscience puisse être conçue comme une puissance divine. C'est ça le problème fondamental de nombre d'interprétations. C'est pourtant bel et bien le cas dans un cadre non dogmatique comme celui du polythéisme grec. Une expérience vécue peut se traduire et s'exprimer de diverses manières en fonction du type d'énoncé et du cadre de la performance dont il est question. Et la variété de l'expérience en question peut générer dans un même type d'énoncé diverses modalités d'expression. Que l'on pense par exemple aux différentes généalogies qui concernent un même Dieu. On voit bien que l'éventail des possibles est beaucoup plus large que dans notre manière de raisonner à nous. Et la suite et la fin du poème de Solon vont me permettre de conforter encore cette analyse. Et donc, je poursuis dans l'ordre avec un tableau qui noircit toujours davantage la situation. Je lis avec vous les vers 23 à 29. Et ici, vous voyez, c'est un vers qui a été perdu, mais qu'on n'a pas mis dans le décompte. Voilà les mots qui virevoltent parmi le peuple, écrit Solon, enfin chante Solon. Quant aux pauvres, beaucoup d'entre eux arrivent sur une terre étrangère, vendus et serrés dans des liens indignes. Ainsi, un mal public entre au foyer de chacun. Les portes de la maison ne veulent plus le retenir. Il saute par-dessus la haute barrière et il trouve absolument même celui qui a fui au fond de sa chambre. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette mise en évidence contrastée du public, de l'ouverture vers l'extérieur et puis de l'intérieur des demeures particulières, c'est précisément qu'on voit éclater les limites qu'un Hésiode tentait de placer comme idéal sous les yeux de son frère Persès. C'est-à-dire, il disait à Persès, ne va pas sur l'agora, occupe-toi de tes affaires. Ici, Solon dit, il n'y a plus de limites. À partir du moment où les actes sont mauvais, les limites entre l'extérieur et l'intérieur explosent. Donc, on voit ici aussi qu'il y a toujours ce travail sur la tradition, mais avec la mise en contexte spécifique du cadre de la polis, qui est vraiment central dans cette poésie de Solon. Puis alors, je poursuis, le jeu poétique prend la parole et proclame, voilà la suite, donc au vers 30 à 39, « Voici ce que mon cœur dit, écrit, enfin chante plutôt Solon, voici ce que mon cœur m'ordonne d'enseigner aux Athéniens. Dusnomia procure à la cité bien des mots. Eunomia, elle, produit tout ce qui est en ordre et adéquat. Et souvent, elle impose des entraves aux injustices. Elle lisse le raboteux, met fin à la satiété. On retrouve le coron de tout à l'heure. Met fin à la satiété, affaiblit la violente démesure, hubris. Elle dessèche quand elle pousse les fleurs d'Athée. Elle redresse les jugements torts et adoucit les œuvres outrecuidantes. Elle met fin encore aux œuvres de la dissension. Elle met fin à la colère de la terrible Éris. Et par elle, tout chez les hommes est adéquat et sage. Alors, je dois d'abord m'arrêter, parce que là, vous voyez qu'on arrive vraiment au cœur du propos d'aujourd'hui. Je dois d'abord m'arrêter au premier vers, le vers 30. Car Solon, il travaille, je vous parle beaucoup de ce travail sur la tradition, mais Solon travaille une formule épique bien connue, ici, dont, donc je l'ai reprise ici, j'ai repris le vers de Solon, et il travaille une formule épique bien connue, dont j'affiche ici une occurrence homérique qui parle des hommes. Ici, vous avez Hector qui dit
afin que je vous dise, venez ici, afin que je vous dise ce qu'en ma poitrine m'ordonne mon thumos, de ces mots intraduisibles. Certains disent mon cœur, mon âme, bon, c'est le siège de toute une série d'affects. Mais je n'entre pas dans ce débat-là, qui m'emmènerait beaucoup trop loin. J'ajoute, parce que ça ne vaut pas uniquement entre les hommes, ici, une occurrence hésiodique qui est attribuée à Zeus lui-même quand il s'adresse aux 100 bras, aux 100 bras C-E-N-T, ces êtres divins qui ont une centaine de bras, qu'il veut enrôler dans son combat contre les titans, et donc il leur dit « Venez, afin que je vous dise ce qu'en ma poitrine m'ordonne mon thumos ». Alors, on voit tout de suite la différence, évidemment. Dans le vers de Solon, que vous avez ici sous les yeux, donc, que je retraduis, j'aurais dû remettre la traduction, « Voici ce que mon cœur m'ordonne d'enseigner aux Athéniens », il ne s'agit pas donc seulement de dire, mais d'enseigner. Si l'on se réfère aux usages du verbe didasco, que vous avez ici, dans la poésie homérique et hésiodique, la quinzaine d'attestations a tantôt un dieu pour sujet, un homme comme destinataire, tantôt l'enseignement circule parmi les hommes. Donc c'est relativement banal comme emploi. Dans le cas des poètes, en revanche, ce sont les muses qui enseignent. Et c'est ce que l'Odyssée, par exemple, va dire de la Haide d'Hémodocos, qui va enseigner aux Phéaciens, ou ce que le jeu poétique d'Hésiode dit de son propre apprentissage du chant par l'intervention des muses. Donc on voit que l'enseignement dont il est question, c'est un enseignement générique qui peut naviguer, je dirais, dans des contextes, qui peut circuler plutôt dans des contextes différents. Alors évidemment, cette comparaison n'a pas manqué d'être convoquée pour étayer l'idée que le point de vue soutenu par Solon était désormais exclusivement humain. Vous remarquez, il ne se prévaut pas d'une inspiration divine. Mais conservons l'argument en mémoire et poursuivons. Poursuivons au-delà du vers 30. Comme je l'ai indiqué l'an dernier, et comme vous le voyez donc ici, j'emprunte, je l'ai répété tout à l'heure, l'essentiel de la traduction à Fabienne Blaise, qui a excellemment rendu ce texte, mais je m'en écarte sur quelques points, et notamment sur un point important. Elle traduit en effet dysnomia, par l'inobservance de la règle, et eunomia par l'observance de la règle. Donc ça donne ici, voici ce que mon cœur m'ordonne d'enseigner aux Athéniens, l'inobservance de la règle procure à la cité bien des mots, l'observance de la règle, elle, produit tout ce qui est en ordre et adéquat. Et évidemment, elle ne met pas de majuscule dans sa traduction. Elle traduit athée, elle ne met pas de majuscule à athée, et elle la traduit par aveuglement. Donc, cela donne, elle dessèche quand elle pousse les fleurs de l'aveuglement. Et elle traduit Eris, sans mettre de majuscule, par querelle. Donc ça donne, elle met fin à la colère de la terrible querelle, et par elle, tout chez les hommes est adéquat et sage. Vous voyez que là, j'ai changé. Pour ma part, j'ai conservé les termes grecs, j'ai adopté une majuscule à l'initiale, précisément selon cette convention qui nous est propre, pour dire que pour moi, ce sont des entités divines. Ces entités sont des divinités dans la théogonie. Et il me paraît donc important de faire apparaître d'une manière graphique et sémantique ce point, même si, encore une fois, je le répète, c'est un artifice à l'usage de nos yeux et de nos oreilles de modernes. Pour un grec, eunomia est eunomia, si vous me permettez. Mais vous voyez la difficulté, je suis à l'oral, donc je ne peux pas faire de différence. Et donc on voit bien qu'il y a une familiarité de l'oreille grecque à cette communauté d'expression qui nous pose des problèmes qui ne se posaient pas du tout de la même manière aux anciens. Et ça fait partie de la difficulté que j'évoquais il y a un instant. À la particularité de l'expérience du divin s'ajoute celle d'une performance poétique orale dont le vocabulaire présente d'autres ressorts que nos traductions. Et je vous le rappelle, je vous remets mon magnifique schéma sous les yeux, vous l'avez vu la semaine dernière,
Dans la Théogonie, Eunomia est fille de Thémis, c'est une des Horae, est fille de Thémis et de Zeus, comme ses sœurs, Dike et Irénée. Et nous l'avons revu aussi la semaine dernière quand je vous ai parlé de Orcos, le serment. Ici, vous voyez que Dusnomia et Athée, Eris, peuvent être conçus comme des puissances divines actives dans le monde. Et la conclusion de... Donc je vous ai remis ces généalogies hésiodiques. Nous sommes donc dans un contexte de généalogie, mais on voit comment lui pense ces puissances. Et si je reviens maintenant à la fin du poème de Solon, parce que c'est la fin du poème, on arrive tout doucement au bout, la conclusion de l'élégie est saturée de termes que l'ensemble des références qui ponctuent la poésie politique de Solon inscrivent dans cette tradition poétique antérieure. Donc il retravaille, et rien ne nous permet de dire qu'il a en quelque sorte laïcisé ces entités, pour reprendre une expression moderne. Or, beaucoup d'interprètes considèrent qu'il a pris en fait, donc vous voyez, il a travaillé la tradition, mais il en a pris le contre-pied, en faisant descendre la charge sémantique de ces mots du ciel sur la terre, pour le dire brièvement. Je pense néanmoins que c'est la volonté moderne, plus ou moins explicite, de dessiner une évolution linéaire allant d'une pensée qui serait religieuse à une pensée différemment fondée, liée au développement de la cité, qui conduit à postuler une telle transformation. Eunomia, me semble-t-il, dans cette fin de poème qui est presque un hymne à l'Eunomia, même s'il n'en a pas tous les codes formels, je veux dire, Eunomia est encore et toujours, me semble-t-il, la puissance de bonne répartition et de bonne régulation dont les hommes ressentent les effets quand ils agissent justement, que ce soit à titre individuel, on l'a vu avec l'Eunomia dans le chant 17 de l'Odyssée, que ce soit donc à titre individuel ou dans un cadre collectif comme il est présenté dans l'élégie de Solon. Et pour reprendre la formule imagée que je viens d'employer, pour le dire de façon ramassée, l'Eunomia, Athée, Eris sont à la fois au ciel et sur la terre. Ce sont des puissants, potentiellement des puissances divines, c'est-à-dire que vous avez là la manière dont les humains ressentent ce qui les habite en les attribuant, en les concevant comme des puissances à la fois intérieures et extérieures à eux-mêmes. Mais cette distinction aussi entre l'intériorité et l'extériorité n'a pas beaucoup de sens. N'a pas beaucoup de sens. Donc le registre hymnique dans lequel Solon inscrit son enseignement aux Athéniens, me semble-t-il, le laisse entendre, cette formulation. Et puis, n'oublions pas, je vous avais dit de garder cela en mémoire, les premiers vers de l'Eunomia, c'est la volonté de Zeus avec la protection d'Athéna et les pensées de tous les dieux. Donc nous ne sommes pas dans un cadre dont les dieux seraient absents. Alors pourquoi aller dénier à ces entités dans la modalité de présentation que choisit Solon cette potentialité d'être des puissances divines? Et puis, je vous dis, moi, comment c'était l'observance de la règle ou l'inobservance de la règle, ça formalise probablement aussi un peu trop. Eunomia, ce n'est pas le respect des règles au sens premier, c'est la juste répartition dont toute la poésie de Solon fait l'horizon d'attente des mesures qu'il a prises et dont nous reparlerons la semaine prochaine. Merci pour votre attention.